Bonjour, je m'appelle Emmanuel Giane, je suis hématologue au CHU de Tours. Je suis très content d'être présent aujourd'hui aux journées de l'AIH que j'ai connues il y a 25 ans et je me rappelle très bien d'avoir été très encouragé dans mes missions de jeune chef de clinique lorsque j'ai pu écouter un certain nombre d'experts qui nous ont fait des topos de très grande qualité et qui ont été marquants pour ma pratique professionnelle alors que j'étais à l'hôpital Cochin dans le service du professeur Dreyfus. Donc c'est un vrai honneur, une joie pour moi de participer à ces 20e journées de l'AIH dans lequel j'ai remarqué une forte affluence et j'étais très honoré aussi d'être invité à parler des syndromes myélodysplasiques et aussi de l'évolution des syndromes myélodysplasiques au cours des 20 dernières années. Aujourd'hui, les rôles ont évolué puisque c'est moi l'expert donc des syndromes myélodysplasiques et ce que j'ai tâché de mettre en valeur, c'est l'évolution au cours des 20 dernières années des classifications des syndromes myélodysplasiques, de l'évaluation pronostique et puis aussi bien sûr des traitements qui ont considérablement évolué, pour ne pas dire ils sont apparus finalement au cours des 20-25 dernières années. En particulier, je voudrais raconter le fait qu'il y a 20 ans, nous parlions d'anémie réfractaire pour un patient qui présentait une thrombopénie et à l'époque, on se sentait très intelligent face à ces contradictions. Heureusement, aujourd'hui, les classifications ont évolué d'une façon beaucoup plus logique puisque un patient qui a une dysplasie d'une lignée hématologique va, en l'absence de blastose, s'appeler un syndrome myélodysplasique et ce sera clair pour tout le monde en termes de nomenclature de la maladie et on pourra décrire un syndrome myélodysplasique avec un faible taux de blast et éventuellement on décrira le phénotype de façon beaucoup plus précise en disant qu'il est neutropénique, il est anémique ou il est thrombopénique. Ça, c'est un exemple qui me semble assez marquant. Il y a aussi des choses qui ont considérablement évolué en termes d'évaluation de pronostic, puisque il y a 20 ans, on se basait sur le nombre de cytopénies, la blastose médulaire et la cytogénétique, avec peu d'anomalies cytogénétiques qui étaient prises en compte. Aujourd'hui, il faut un smartphone ou une application sur Internet pour pouvoir calculer le score IPSS moléculaire, puisque le NGS est aujourd'hui disponible pour un beaucoup plus grand nombre de patients et permet d'affiner le pronostic de façon considérable pour pouvoir guider ensuite la thérapeutique la plus appropriée pour les patients. Il y a aussi une anecdote qui était marquante il y a 20 ans, c'est qu'on a eu à un moment donné une alerte sur un certain nombre de traitements qui commençaient à émerger dans la myélodysplasie. Je pense bien entendu à l'érythropoïétine, sur lequel on a eu à un moment donné à sortir les freins en se demandant si on faisait bien de traiter les malades suite à un incident de fabrication qui avait eu lieu avec l'Eprex à l'époque, où nous avions involontairement vacciné un certain nombre de patients insuffisants rénaux du fait d'une anomalie ou en tout cas d'un défaut de fabrication du piston de la seringue qui servait à l'injection. Aujourd'hui, ces affaires-là sont réglées et ce qui est important de retenir en termes d'évaluation thérapeutique des patients, c'est que c'est important qu'un patient atteint de syndrome myélodysplasique de bas risque réponde à quelque chose. Ça peut être que l'érythropoïétine, ça peut être le lénalidomide, ça peut être une association ou plus récemment le luspatercept qui apporte véritablement un meilleur contrôle de la maladie en termes de besoins transfusionnels. Et un patient qui répond, c'est un patient qui va bien, un patient qui répond, qui est plus anémique, il va vivre aussi plus longtemps et c'est ce qui est important de chercher à la fois en termes de quantité de vie comme de qualité de vie pour ces malades souvent âgés.